Aujourd'hui, on est là pour parler de l'Europe et savoir un petit peu quelle est votre vision de l'Europe. Voilà, comment est-ce que vous appréhendez l'Europe et l'Union européenne? Alors pour moi, l'Europe, c'est des souvenirs, on va dire, d'adolescente, où ça m'a permis d'aller en Allemagne plein de fois. En Espagne, évidemment, pour les vacances. Et surtout, c'est mes vacances en Allemagne, enfin, mes séjours linguistiques en Allemagne. C'est plutôt les opportunités de voyage. Donc de pouvoir passer les frontières sans devoir toujours avoir un contrôle de passeport et tout. En été, j'ai fait par exemple un tour Interrail, qui est aussi une des possibilités qui sont proposées par l'Europe, qu'on prend un train et qu'on peut passer dans plusieurs pays. J'ai trouvé ça super qu'on puisse se rapprocher, malgré ce qui s'était passé, et puis que l'Europe s'ouvre comme ça sur les autres pays. Alors j'aurais bien aimé, alors moi ça n'existait pas à mon époque, Erasmus, ça a dû exister, mais bon, moi je m'en suis pas occupée. Mais je trouve ça super qu'on puisse comme ça échanger avec les autres. Il y a des choses à se dire, à découvrir, quoi, la culture, tout ça. La langue, la langue on se débrouille, voilà. Mais non, c'est important l'Europe. Mon rapport à l'Europe, il est assez ancien. Dès la primaire, j'ai fait un échange scolaire avec l'Allemagne qui m'a donné le goût de la langue, des langues étrangères. Ensuite, j'ai poursuivi d'autres échanges qui m'ont amené à aller très souvent dans une famille en Allemagne. J'y ai fait un Erasmus, j'y ai fait un stage de fin d'études. Et puis, mes études étaient c'était un master de langue étrangère appliquée. J'ai eu la chance de pouvoir travailler aux coopérations internationales dans une collectivité territoriale, ce qui m'a permis de travailler sur de nombreux projets européens de coopération avec l'Espagne, le Portugal. Donc j'ai un rapport fort, confiant. Donc une européenne convaincue. Convaincue, absolument. Voilà. Mon rapport à l'Union européenne, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est beaucoup construit avec l'école, parce qu'on nous en parle beaucoup à l'école. C'est vrai. On nous explique comment ça marche, etc., les parlements, les choses comme ça. D'un côté, il y a en effet quelque chose qui vient de l'espace institutionnel de l'école, par les structures étatiques, l'école nationale. Et de l'autre côté, quelque chose qui vient aussi des médias. Ça veut dire un traitement médiatique du rapport à l'Europe et du rapport aussi qui est ponctué par des moments politiques. Les élections européennes, évidemment, on en parle à ce moment-là. Moi, je me sens européen, français, mais européen. Et voilà, donc pour moi, c'est important. Je suis d'abord européen. Et qu'est-ce qui fait que vous vous définissez d'abord comme européen? Voilà. Avec quelle valeur vous vous retrouvez au niveau de l'Union européenne? La valeur de la démocratie et donc de s'entendre même avec les gens qui n'ont pas les mêmes opinions. Et puis, ça permet de vivre en paix. Donc c'est très important, c'est pour ça que l'Europe a été faite et je trouve que c'est une belle réussite et il faudrait que ça continue. Je suis tout à fait pour l'Europe. Je trouve qu'il faut renforcer l'Europe, qu'on soit très fort vis-à-vis de l'autre pays. J'ai deux nationalités. La première, c'est polonaise, parce que je suis polonaise. Et j'ai aussi une nationalité française, parce que je suis depuis presque 40 ans en France. Et justement, par rapport à la situation en Pologne, ce qui se passe actuellement, où il y a une élection avec un Donald Tusk qui a gagné. Plus pro-européen, justement, voilà. Et la Pologne se réinsère et est mieux réintégrée au niveau de l'Union européenne. Comment est-ce que vous avez vécu un petit peu ces élections? Il y a un travail quand même à faire parce que c'est pendant 8 ans, on restait à limite extrême droite. C'est-à-dire, Pologne, il a reculé. Parce qu'il y avait, on n'avait pas de droit d'avortement. C'était un peu dur avec ancien monsieur Kaczynski, que je n'aimais pas du tout. La fois aussi où on m'en a parlé et que ça m'a marqué, ça a été quand on a visité avec l'école, ça va être au collège, je crois, un musée au rapport au devoir de mémoire par rapport à la Seconde Guerre, le nazisme et la violence évidemment du nazisme. Et là-dessus, ce qui était apporté comme conclusion par les gens qui avaient vécu ça directement, ils disaient, et c'était quelque chose qui était marquant pour eux, ils ont dit, vous savez, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui nous préserve du fascisme et de la guerre. Et ils nous ont demandé, c'est quoi pour vous? Alors moi j'ai dit, c'était l'ONU, naïvement, je sais pas, ils m'ont dit, non, pas du tout, c'est pas l'ONU, c'est l'Union européenne.
Donc je me suis dit, ah d'accord, bon bah ils doivent avoir raison, c'est l'Union européenne qui nous protège du fascisme, qui nous protège de la guerre et nous protège de la violence. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que, c'était peut-être l'intention de début, mais moi je n'ai pas l'impression que l'Union européenne protège du fascisme et protège de la guerre, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui empêche qu'il y ait un fascisme européen, il n'y a rien qui empêche qu'il y ait des partis fascistes qui arrivent au pouvoir en Europe. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui se sont un peu cassés la gueule, il y a une sorte de crise assez forte, et je ne vois pas en quoi les choix de l'Union européenne vont dans un sens qui m'apparaît progressiste. Alors pour moi, l'Europe, elle a été très mal faite dès le départ. Parce que il faudrait que tous les pays, tous les gens aient à peu près le même salaire dans les pays, à 50 € près, on va dire, que les TVA soient les mêmes pour tout le monde. Pour moi, ils ont voulu faire l'Europe aussi par rapport à l'Amérique, tous les États. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas tous le même langage, donc ça pose des difficultés. Puis ils ont agrandi l'Europe trop vite. D'accord. C'était nécessaire pour intégrer certains pays d'Europe de l'Est, les anciens pays d'Europe de l'Est, mais on a quand même des cultures totalement différentes, des langues différentes, et le rythme est un peu soutenu, ce qui fait qu'on a du mal, on est quand même un peu un ventre mou par rapport à d'autres puissances, et donc on est en risque et on est en danger. Donc c'est ça qui me préoccupe. En danger, comment ça En danger sur le contexte international, on ne peut pas dire qu'il soit très positif. Et on ne sent pas l'Europe d'un seul homme prêt à se battre pour l'Europe. On est quand même encore une somme de nations qui fait que c'est notre fragilité. C'est notre richesse, mais notre fragilité. Je pense que l'Ukraine devait entrer dans l'Union européenne, pas maintenant. Bon, il y a quelques années, la France s'est opposée. Parce qu'il faut dire que c'était un pays très corrompu, l'Ukraine. Bon, moi je trouve que Zelensky il fait un très bon travail et qu'il faut les soutenir quand même. Parce que sinon, on a de l'autre côté notre voisin russe qui l'attaque finalement. Pologne aussi, parce que Pologne, il y avait les Drômes déjà, qu'on ne part pas en France, il y a déjà plusieurs fois. Hein. Ils ont franchi le territoire polonais. On va parler un peu des agriculteurs. Mais c'est des industriels. Ils achètent des terres en Ukraine et en Pologne et en Roumanie. Ils font des élevages et ça revient chez nous. Mais ça leur coûte beaucoup moins cher parce que la main-d'œuvre est moins chère. Voilà. Donc vous souhaiteriez un peu plus... Oui, que tout le monde ait à peu près les mêmes, je vous dis, salaires, la même TVA. Pourquoi on peut acheter des cigarettes en Espagne ou en Belgique moins cher que chez nous? Oui. Moi, j'ai un sentiment un peu de déception ou de malaise en fait, par rapport à l'Union européenne. Et j'essaie de comprendre d'où ça venait. Je crois qu'il y a un moment, par exemple, c'était peut-être que je me trompe, je ne suis pas très bien, traité de Lisbonne, je ne suis pas tout à fait sûr. Enfin, en tout cas, moi, je me souviens de ça, c'est une expérience que j'avais quand j'étais enfant. Je ne connaissais pas très bien à ce moment-là la politique. Et on nous dit à l'école, voilà, la démocratie, on vote tous ensemble, etc. Et là, il y avait ce truc-là où on demande de voter. Bon, moi, je ne sais pas, je vois le truc, je vois que... Déjà, je voyais qu'il y avait quand même, ça a l'air d'être un débat qui avait l'air compliqué, il y avait beaucoup de pages à lire ou quoi. Je voyais que c'était un truc qui avait l'air un petit peu un enjeu important, mais que je ne maîtrisais pas tous les enjeux. Et qu'il y avait un vote qui a été fait, qui a été rejeté à 55% et qui pourtant a été accepté. Ça m'a blessé parce que je voyais qu'il y avait ici quelque part, on sentait une sorte d'arnaque. Enfin, moi, en tant qu'enfant, je voyais un problème ici, une espèce de problème entre finalement l'image de démocratie qui est amenée par l'Union européenne aussi, mais en général les structures en général. Et puis finalement le fait que ça ne colle pas, ça ne marche pas avec finalement la réalité qui est posée par rapport à ça. Quel est le fond idéologique de l'Union européenne sur lequel se pose? Et je ne suis pas tout à fait sûr que ce fond-là soit exactement ce pourquoi elle se définit, c'est-à-dire comme
une manière de réunir les États. Donc voilà, j'ai un peu ce truc-là, moi. Et donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à m'expliquer, à part par des mesures toujours un petit peu, oui, mais voilà, regardez, ici on a fait un petit truc pour le pacte vert. Mais c'est pas la question, en fait. C'est que le problème de l'écologie, je suis désolé, mais elle ne se règle pas avec un petit pacte vert ou gentiment. C'est un problème systémique d'une ampleur considérable. Et donc là-dessus, ça ne sert à rien de faire des pactes verts si on ne réfléchit pas structurellement à qu'est-ce que c'est que la forme de l'économie. Votre profil du coup est intéressant puisque vous avez travaillé à la coopération internationale à Grand Angoulême, c'est ce que vous disiez. Au niveau des projets, on sait que pour les citoyens, c'est un petit peu compliqué de se dire le rapport à l'Europe, c'est lointain. Est-ce que vous avez peut-être des exemples concrets sur le territoire d'aide européenne qui vous parlent? Moi, j'ai l'exemple du pôle Magélis qui a été cofinancé aussi en partie par l'Union européenne. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Il y a effectivement beaucoup de projets locaux qui sont financés par l'Union européenne. L'intérêt, c'est qu'il y a un véritable levier pour les citoyens, mais effectivement, il est rarement su des citoyens. Il n'est pas toujours aussi perçu des gens qui ne sont pas dans ces milieux ou qui ne sont pas directement touchés par le financement quand on parle de développement d'entreprises, de programmes de coopération, d'actions concrètes qui peuvent toucher certains domaines économiques ou de formation ou de mobilité pour les jeunes, par exemple. Par exemple, il y a la question des accords de Bologne, par exemple. Les accords de Bologne ont été... il y a quelque chose qui est un peu ambigu. Par exemple, les critiques qui sont posées par rapport à ça, c'est à la fois, ça a permis de permettre un système d'équivalence entre différentes universités, mais par exemple, pour les écoles d'art, elles ont dû se rabattre sur ce modèle-là. Elles ont dû se rabattre sur un modèle de licence, master, doctorat. Et la question, c'est est-ce que ça n'a pas perdu des spécificités propres aux écoles d'art? Est-ce que l'art, qui a besoin d'être dans un écart vis-à-vis des systèmes de normes, des systèmes notamment de normes universitaires de comment on mesure le savoir, comment on l'évalue, est-ce que ça n'a pas, en fait, quelque part, rabattu, réduit, un réductionnisme de la question artistique là-dessus? Moi, la question que moi je me pose par rapport à ça, c'est que je vois que l'Union européenne, elle s'inscrit dans un système de mise en place de système de normes. Et la question, c'est est-ce que ce système de normes qui crée un standard un peu pour tout le monde, est-ce qu'il est fondé sur, en effet, une logique un petit peu, disons, démocratique qui serait... donc on pourrait voir comme le progressisme, et en effet c'est une lecture qu'on peut en faire, ou est-ce qu'il s'inscrit plutôt dans une espèce de la critique plutôt, on va dire, classiquement post-marxiste du marché qui s'impose partout en fait, et qui s'impose par le haut, et j'ai peur qu'en fait cette chose-là crée une sorte de résistance en fait, qui elle soit très très violente en fait, et qui en même temps soit aussi légitime, parce qu'il y a aussi une sorte d'oppression idéologique du marché. Et du coup, par rapport aux élections prochaines qui sont le 9 juin, voilà, quelle est votre vision par rapport à ça, votre vision future de l'Europe? Qu'est-ce que vous souhaitez à cette Europe qui va être quelque part renouvelée avec ces prochaines élections? Et je trouve que c'est très très compliqué. J'aime pas du tout la couleur que ça prend, voilà déjà. Et personnellement, ça me fait peur. C'est pas l'Europe que moi j'ai voulu quand j'étais adolescente ou jeune adulte. Moi, je voulais que tout le monde s'entende, sauf que là, tout le monde va s'entendre avec des idées qui sont destructrices, restrictives. Et moi, ça me plaît pas du tout, quoi. Avec mes 40 ans aujourd'hui, j'ai été biberonnée dans les années 80-90 à l'esprit européen, à cette cohésion, aux coopérations, aux échanges qu'il pouvait y avoir. Et j'ai le sentiment que, quand bien même aujourd'hui c'est plus ancré dans un terme réglementaire et institutionnel, pour autant, il y a un euroscepticisme qui se développe et qui est dommageable. Moi, je suis pris par des grandes angoisses, notamment, comme on parlait du fascisme, de la question de l'écologie, ces choses-là. Et je pense que ces systèmes techniques-là sont là pour réguler, pour offrir une autre manière de faire circuler le problème qui se pose. Mais je ne suis pas sûr qu'ils s'en défassent, en fait. Et donc, pour moi, ça se joue ailleurs. Et c'est pour ça que mon rapport à l'Europe, du coup, l'Europe et l'Union européenne, c'est un certain sentiment de déception, au sens où je me dis, c'est pas là que je dois tourner mon regard, parce que c'est pas là que je vais pouvoir trouver des solutions. C'est comme s'il y avait une volonté quelque part de construire quelque chose de nouveau, et qu'en fait on refait un peu la même chose qu'avant. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à ça. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a notamment une espèce de vision un petit peu enthousiaste
de la part souvent qui vient un peu entre guillemets d'en haut ou des structures qui vont dire oui l'Europe c'est génial et moi en fait je n'arrive pas à comprendre en quoi c'est vraiment différent des politiques qui ont été menées aujourd'hui depuis 40 ans sur la question du libéralisme et qui posent un problème partout et qui trouvent beaucoup de choses. Si vous aviez un souhait pour ces prochaines élections, pour voilà, cette Europe de demain, quel Qu'on serait-il ? puisse progresser dans cette Europe fédéraliste, on va dire, et une Europe avec d'autres domaines de développement que la partie sociale ou la partie libre-échange, commerce. Et donc construire une Europe à la mode des États-Unis, où moi j'étais très fédéraliste à l'époque. Et donc je pense qu'on a besoin de passer, de changer de braquet, quoi. Voilà, mais c'est très long, ça sera très long. Alors moi, je crois que l'Europe en général, c'est l'avenir. Et donc, je vais m'enseigner pour après décider qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me touche le plus, pour qui est-ce que je veux donner mon vote. Et pour me sentir représentée en fait dans les décisions politiques et tout, pour faire un peu partie des décisions et de la politique aussi, pour avoir quelqu'un qui représente mes vœux, mes souhaits, mes rêves et tout concernant l'avenir futur de l'Europe. J'espère que tout le monde va bien voter, première chose. Hein. Et les pays comme Hongrie, qui vont quand même intégrer, parce qu'il est dans l'Union européenne, mais pas trop. Ouais. Et j'espère que voilà, on sera très unis, que tout le monde sera d'accord, et qu'il sera merveilleuse pour votre génération et mes petits-enfants aussi, l'Europe sera beaucoup plus forte. Et justement, on parle de cette solidarité européenne qui se voit aussi beaucoup avec la Pologne, qui aide beaucoup l'Ukraine, qui a accueilli énormément de réfugiés ukrainiens. Voilà. Quelque part, est-ce qu'on peut dire que les Ukrainiens sont déjà européens ? Oui, je trouve qu'il faut accueillir les gens qui sont pays en guerre. Mais il faut peut-être contrôler un tout petit peu cette immigration. Parce que, forcément, s'il y a la guerre, vous accueillez les gens en France. Mais il y a les gens, par exemple, certains pays en Afrique, qui viennent, qui peuvent très bien vivre là-bas. Et à mon avis, il faut les aider là-bas pour développer l'agriculture et d'autres états de choses. Parce que la France, elle ne peut pas non plus, et toute l'Europe, payer pour tout le monde. Lorsqu'il y a des pays riches et des pays pauvres, ça ne peut pas fonctionner. On le voit au niveau mondial. Les gens critiquent sans arrêt les migrants. Mais voilà, moi, si j'étais né dans un pays pauvre, je pense que j'aurais aimé partir ailleurs pour tenter ma chance. Donc vous pensez que l'Europe, effectivement, est une chance pour les citoyens ? L'Europe est une chance pour les Européens, oui. Très bien.